Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Amamou, je suis professeur de médecine interne et le chef de service actuel du service de médecine interne au CHU Médecine Adorable. Donc, merci encore une fois, professeur Béraud, de m'avoir convié. J'ai beaucoup d'amis, j'ai un grand maître à moi qui m'a mis beaucoup de choses en neurologie et puis j'ai énormément beaucoup d'amis et vraiment, je suis vraiment très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai respecté scrupuleusement ce que m'a dit Madame Béraud. Elle m'a demandé de faire un cas clinique d'une pathologie auto-immune. Idéalement, professeur Maman s'excuse pour des raisons, sa maman est très fatiguée, on devait faire 3 cas cliniques avec les actualités. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va discuter un cas. Vous allez voir que ce n'est pas toujours simple. Et puis, et c'est l'intérêt de CRCP, et puis, comme m'a dit Mme Béraud, elle m'a demandé de faire l'actualité de la pathologie en matière de diagnostic et sortir de la neurologie habituelle. Donc, voir comment nous on raisonne et on va essayer de confronter nos deux façons de voir l'approche de ces maladies. Donc voilà, premier cas clinique, et dès le départ, je vous annonce que c'est un cas qui ressemble à beaucoup de neurologie. Il y a beaucoup de neuro dans ce cas clinique, mais en finalité, vous allez voir que c'est assez loin. Et voilà, je vais vous laisser parler. Donc 48 ans, c'est une dame 48 ans, 3 enfants, G3P3, pas de stroke progestatif. Elle consulte pour une faiblesse musculaire, évoluant depuis 4 mois avec des crampes musculaires au niveau des différents membres. Et vous m'excuserez si je fais des erreurs de neuro, mais j'ai essayé donc crampes musculaires intermittentes qui ont précédé la lourdeur des membres. Absence de signes respiratoires, ça c'est un message important pour nous, pour voir essentiellement pour la polymyosite. Absence de douleur neuropathique, un contexte de conservation de l'état général qui lui permet de dire qu'il n'y a pas de pathologie paranéoplasique associée, mais sans l'éliminer formellement. Quand on l'examine, il y a une lourdeur des 4 membres, sensation, installation progressive non ascendante, lourdeur permanente non épisodique, sans lien avec l'effort, absence de fausse route, absence de dysphonie et absence de diplopie. L'examen clinique station debout impossible, il y a un déficit musculaire proximal aux 3/5 des membres inférieurs, 2/5 aux membres supérieurs, et l'examen neurologique tel que nous on l'a vu en médecine interne, on pourra en discuter tout à l'heure, les réflexes tendineux sont présents et symétriques, absence de déficit sensitif, pas de trouble de la coordination et des paires crâniennes qui sont strictement normales. On repasse du côté médecine interne, la saturation est normale, donc ça c'est important pour moi, pour voir s'il n'y a pas de haut niveau, et je trouve une zéroscutanée qui est majeure, il n'y a pas de râle pour une trouble de la déglutition, pas de syndrome tumoral. L'examen cutanéo muqueux est normal, mais regardez, quand je déshabille le patient, il y a le purpura des membres inférieurs. C'est un signe majeur. Purpura des membres inférieurs, ce n'est pas uniquement pour les jeunes de l'hématologie, ce n'est pas obligatoirement les plaquettes, il peut y avoir autre chose. Dans le purpura, 3 types, purpura vasculaire, purpura thrombopénique, purpura thrombopathique. Et on oublie souvent le côté vasculaire, et c'est le côté vasculaire qui va faire parler la neurologie, on y reviendra tout à l'heure. Conclusion diagnostique, j'espère que vous êtes d'accord avec l'approche médecine interne, c'est un syndrome myogène sans signe bulbaire, ni de détresse respiratoire, c'est comme ça que nous l'avons pris en charge au service. Hypothèse diagnostique. Allez-y les jeunes, allez-y, vous pouvez y aller. D'accord, myosite de chevauchement, ouais. Quoi d'autre? Allez-y. Une dermatomyosite. Très bien, ok, polymyosite, on peut l'évoquer. Il faut l'évoquer. Quoi d'autre? On s'arrête là? Une myopathie, ça c'est purement de la neuro. Très bien. Donc, polymyosite, oui, c'est ce qu'on a évoqué au début. Mais les CPK sont à 140, avec à l'UMG il y a un tracé myogène. Donc ça c'est. Donc on a raisonné comme vous. Polyradiculonévrite, nous on a pensé à une polyradiculonévrite. On s'est posé la question, mais les réflexes tendineux étaient présents. Pas de trouble sensitif. L'UMG, il y a uniquement un tracé myogène. Il n'y a pas de neuropathie. Et on s'est posé également la question dans le service d'une myasthénie, mais les signes du clinique au repos, l'EMG absence de bloc neuromusculaire, et on s'est posé à la fin la question d'une forme amyopathique devant ce tableau clinique. Le bilan qu'on a fait initialement, et là le bilan est très parlant, et volontairement je n'ai pas mis du rouge, donc l'hémoglobine est normale, plaquette de 130 000, 9800 globules blancs, 800 lymphocytes, les polycliniques sont normaux, les eosinophiles sont normaux,
natrémie 143, calcémie 90, une kaliémie à 2,1, créatinine normale avec une clearance normale, CPK normal, transaminase strictement normale. Un message pour les jeunes, chaque fois que vous avez une cytolyse, des transaminases augmentées, ne dites jamais que c'est le foie. C'est l'erreur que font beaucoup de gastro. Ils font des biopsies du foie, surtout quand c'est chronique. Cytolyse, ça ne veut pas dire que c'est le foie. C'est d'abord le muscle et vous faites toujours CPK. Et c'est quand les CPK sont normaux, vous pensez à la pathologie hépatique. Ça, c'est un gros message que je voulais passer aux jeunes dans la salle. Et puis, il y a une VS à la première heure qui est à 120 mm. Je n'ai pas mis la deuxième heure volontairement parce que pour nous, les internistes, ça ne sert strictement à rien du tout de faire la VS de la deuxième heure. Idéalement, c'est la vitesse de la première heure. Donc, en gros, si on veut résumer le bilan biologique, il y a une lymphopénie à 800, il y a une kaliémie à 2,1 et il y a une VS qui est accélérée, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui est extrêmement élevée. Quel autre examen demandez-vous? Bilan immuno, très bien. Quels anticorps? Antinucléaire, anti-DNA, SSA, SSB, parce que vous savez que c'est le Gougerot, parce qu'il y a une xérose cutanée. Très bien, bravo, allez-y. Complément C3, C4, parfaitement d'accord. Mais nous, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a fait un ECG, parce que le malade risque de mourir, l'hypocalémie à 2,1. Et quand on a fait un ECG, qu'est-ce qu'on voit? C'est une urgence cardiaque, il y a des ontés plates ou négatives avec une onte U. Et pour nous, l'urgence d'XA, quand j'avais vu ce patient, c'était d'éliminer une urgence cardiovasculaire. Et l'étape d'après, une fois qu'on replaçait le potassium, on se posait la question, quelles sont les causes d'hypocalémie? Carence d'apport? Non. Nutrition? Non. Alcalose métabolique? Non chez cette patiente. Est-ce qu'elle est sous insuline? Non. Est-ce qu'il y a de la iatrogénie? Toujours les médicaments, et notamment bien sûr les diurétiques et les autres agents. Là aussi, c'est non. Pas le cas de notre patiente. Les autres étiologies, diabète, acidocétose, non. Fuite rénale, une vraie question qui se pose toujours, diurétique, non. Et c'est poser la question du néphrite tubulo-interstitielle, parce qu'une fois qu'on a tout éliminé, il faut savoir pourquoi ce malade a une hypocalémie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une kaliurèse qui est très élevée, au-delà de 20, protéinurie qui est positive à 1 g par 24 heures, ECBU, leucocyturie à 100, avec une hématurie à 1000, 100 germes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le rein qui est en train de souffrir, donc c'est une néphrite tubulo-interstitielle. Donc on va relire ensemble ce cas clinique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une lymphopénie, la kaliémie et la VS à la première heure. La VS, on l'oublie ou on va plus loin? On dit que c'est de l'inflammation, on dit que c'est l'hypokaliémie, on dit qu'il y a une maladie inflammatoire qui est responsable de tout cela. On en fait quoi, cette VS? On fait une VS deuxième heure, on se contente de la première heure, ou alors c'est une fausse élévation de la vitesse de sédimentation. Alors, donc on dit que c'est inflammatoire? Message important, devant toute vitesse de la sédimentation, jamais dire que c'est inflammatoire avant d'éliminer les fausses élévations de la VS. Fausse élévation de la VS chez la femme, d'abord c'est la grossesse, mais ça ne fait jamais au-delà de 60. Là c'est 120, et donc toujours électrophorèse des protéines. Fausse élévation de la VS, ce sont les hypergamma, et notamment dans les maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient. Au meilleur des cas, vous avez ce qu'on appelle une hypergamma polyclonale. Et donc, l'hypergamma polyclonale, c'est classique, ça veut dire, et le Gougerot par exemple, le lupus, ça vous donne 30 de gamma en polyclonale. Mais chez cette dame, elle a autre chose. Regardez quand je fais le PP chez cette dame, le pic ici, il est étroit, il n'est pas large. Donc, et pour les jeunes, hypergamma polyclonale, ça veut dire que si ça avait été fait comme ça, c'est le pic qui est large. Là, c'est un pic qui est très étroit. Donc, ça m'évoque une monoclonalité. Donc là, c'est une gammapathie monoclonale qui est confirmée par l'immunoélectrophorèse. Et qu'est-ce que je trouve sous d'IgA avec des échelles légères normales. Donc vous avez vu, je suis parti sur un tableau neurologique. 100%, tout le monde disait que c'était une polymyosite au début. C'était ce qu'il fallait faire au départ, mais il fallait penser à ces diagnostics. Mais en allant un peu plus loin, ici c'est l'hypocalémie qui est responsable de cela, et c'est la néphrite tubulo-interstitielle qui est responsable. Et puis se pose la question de cette hypergamma, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va revenir à l'examen clinique. Et là, mon côté interniste, et vous m'excuserez si je fais des erreurs neuro, vous me corrigerez tout à l'heure. Station debout impossible, déficit musculaire proximal, réflexion tendino-présence symétrique, absent de déficit sensitif, pas de trouble de la coordination, les pertes crâniennes sont strictement normales. Et d'un autre côté, quand j'examine mon patient, j'ai une xérose cutanée, vous avez raison tout à l'heure de le dire,
et j'ai un purpura des membres inférieurs. Le purpura, les plaquettes sont normales. Le temps de saignement est normal, donc ce n'est pas une thrombopathie, ce n'est pas une thrombopénie. Donc c'est du vasculaire. Et c'est au niveau des membres inférieurs, purpura, cours de 2e année que j'enseigne à la faculté pour les jeunes, purpura vasculaire infiltré des 2 membres inférieurs, c'est de la vascularite. Et dans ce cas-là, c'est de la vascularite associée à un syndrome de Gauge-Rojogren. S'il y a une maladie auto-immune qui s'associe à un purpura infiltré, à un purpura vasculaire au niveau des membres inférieurs, c'est bien le Gougerot et secondairement le lupus, mais le lupus c'est plus le PTI et après il y a de la vascularité du lupus. Donc vous avez raison, anti-SSA, anti-SSB positif, mais n'oubliez pas une chose, c'est les cryoglobulines. On oublie toujours cela. C'est des malades qui meurent, c'est des malades qu'on ne voit pas parce que le diagnostic est tardif et ils font des insuffisances rénales au stade terminal et à ce moment-là, on est complètement passé à côté. Et s'il y a une maladie auto-immune qui associe neuro, médecine interne, rein et qui est grave, c'est bien le Gougerot associé aux cryoglobulines. Et s'il y a une maladie auto-immune où la VS est très accélérée et en fin de compte c'est une fausse élévation de la VS et c'est des cryoglobulines avec une gammapathie monoclonale, ce n'est pas un myélome multiple, c'est le Gougerot-Sjogren. Voilà le message que je voulais passer à travers ce cas clinique qui est de la neuro quand on le voit cliniquement. Mais quand on est à la fin, ce n'est pas de la neurologie, c'est d'autres phénomènes qui ont mimé un peu le tableau neurologique. Et en fin de compte, c'est cette tubulopathie interstitielle qui est responsable de tout cela. Donc, atteinte tubulo interstitielle au cours du Gougerot avec cryoglobuline, responsable d'une hypocalémie sévère. Cela m'amène à parler, on ne discute pas, parce qu'on m'avait dit, Madame Bérouk, c'est toi la chef d'orchestre. Je vais directement aux actualités. Ou là, ah non. Très bien, ok. Très bien. Donc voilà ce qu'on a nous posé. Donc on a mis la patiente sur rituximab et elle va bien depuis qu'on l'a sortie d'affaire.